Salut tout le monde, vous le savez sans doute, je suis un grand fan d'Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. C'est même de là que vient le nom de la chaîne. Le mec s'appelle On. Ulysse, et comme il avait un phare, Ulysse, c'est le pharaon. Il y a dans ce film une réplique absolument culte qu'on doit au scribe Otis, interprété par Édouard Baird. Il répond alors à une question posée par Panoramix, interprétée par le regretté Claude Rich. Et cette question est... C'est une bonne situation, ça, scribe? Et on peut dire que la réponse du scribe est... fournie. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Alors ça n'est pas mon cas. Quand je disais, mais comment au contraire j'ai pu, et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent, mais comment fais-tu pour avoir cette humanité? Et bien je réponds très simplement, je leur dis, c'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une profession mécanique. Mais demain, qui sait, peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. En revoyant pour la énième fois ce film, une idée m'est venue. Répondre une bonne fois pour toutes à la question posée par Panoramix, mais d'un point de vue égyptologique. Alors, finalement, c'est une bonne situation ça, scribe ? Avant de commencer, je précise que ce script repose en grande partie sur l'excellent livre de Chloé Ragazzoli, une égyptologue parisienne. Je vous recommande chaleureusement ce livre parce qu'il est certes un peu technique, mais très complet et d'une rare érudition. Et je précise que c'est pas du tout un partenariat ou un placement de produit, c'est juste un livre que j'ai beaucoup aimé et qui m'a vachement servi. Être scribe, c'est d'abord aller à l'école pour apprendre les rudiments de la lecture et de l'écriture. Malheureusement, les traces d'école en Égypte ancienne sont très minces, et hormis quelques documents s'apparentant à des exercices scolaires, on a du mal à se faire une idée précise de la formation des écoliers. Quelques textes mentionnent bien des lieux dédiés à l'apprentissage, mais sans être particulièrement explicites. Je t'ai placé dans la chambre d'éducation, parmi les enfants des dignitaires, pour t'éduquer et faire ta formation à cet office qui élève. Ta mère te plaça dans la chambre d'éducation, on t'y enseigna à écrire. D'ailleurs, les maigres traces que nous possédons d'école ne remontent qu'au Moyen Empire et se trouvent à proximité du palais royal. Les élèves entraient dans ces chambres d'éducation autour de 6 ans et commençaient par 4 années de formation de base, formation suivie d'au moins 5 années supplémentaires d'une sorte d'apprentissage avant d'intégrer officiellement l'administration. Lors de cet apprentissage, le jeune scribe n'est plus un écolier mais un bureaucrate en devenir, un sheriha pour reprendre l'expression égyptienne, c'est-à-dire une sorte d'adjoint pour un scribe plus expérimenté. Les jeunes scribes commençaient par apprendre l'hiératique, écriture cursive de l'administration, de la littérature et du quotidien en général. Les élèves apprenaient le tracé des signes, recopiaient mots et phrases issus de textes célèbres et intégraient ainsi les rudiments de la grammaire, du vocabulaire et de la calligraphie. S'y ajoutaient des cours de calcul, de la géographie et sans doute un peu de géométrie. Parmi les grands textes formateurs, on trouve la Kémite, ou Somme, ensemble d'extraits de célèbres compositions littéraires égyptiennes que les écoliers devaient apprendre et recopier afin de se former à l'écriture et de se composer une culture littéraire indispensable. Certains élèves pouvaient compléter leur formation dans une maison de vie, où ils se spécialisaient dans la rédaction de traités médicaux ou théologiques. Ces maisons de vie étaient rattachées à des temples et pouvaient également posséder des bibliothèques. La plupart des scribes ne connaissaient que l'écriture hiératique et ne possédaient probablement que de maigres rudiments en hiéroglyphes. En effet, l'apprentissage des hiéroglyphes était réservé à une petite partie des lettrés, notamment les très hauts dignitaires et les prêtres dits lecteurs, qui rédigeaient et récitaient les formules funéraires rituelles. Néanmoins, certains textes font de la connaissance des hiéroglyphes un prérequis de la fonction scribale. Tu dois être compétent dans les paroles divines. Les mauvais élèves étaient sévèrement punis, puisqu'ils pouvaient être battus par leur maître, ce que les textes présentent comme une technique pédagogique majeure. Être battu à l'école nous est profitable. Tu as battu mon dos, et c'est dans mon oreille que ton enseignement est rentré. C'est d'ailleurs sur le dos que les anciens Égyptiens plaçaient, métaphoriquement bien sûr, l'oreille de l'étudiant. L'oreille du jeune pousse sur le dos, nous dit le papyrus Anastasie III. C'est pourquoi battre le dos de l'élève était censé mieux faire rentrer l'enseignement dans sa petite caboche. Le classificateur même du verbe seba, enseigner, c'est-à-dire l'hiéroglyphe qui indique à quelle catégorie sémantique le mot appartient, figure un homme frappant avec un bâton. Alors certes, ce signe est associé au verbe impliquant une action de manière générale, mais ce n'est sûrement pas un hasard si on le retrouve ici lié à l'enseignement et à ses méthodes. De plus, le jeune apprenti est parfois comparé à divers animaux, sur l'indiscipline dont il fait preuve. Tu es comme un âne qui prend des coups.
Tu es plus mauvais qu'une oie. Tu es pire que le bubal dans le désert qui passe sa vie à bouger. J'ai plus besoin de toi. T'es un enfant gâché. T'es une merde. En bref, l'élève est un animal sauvage qu'il faut dompter et domestiquer par l'éducation. Faire de lui un scribe revient donc à l'inscrire dans une certaine humanité, le faire sortir du chaos pour l'intégrer à l'ordre. Je reviendrai sur ce point un peu plus loin. Une fois le jeune scribe formé et intégré à la bureaucratie sous l'autorité d'un maître, il reçoit son matériel pour commencer à exercer. Le matériel du scribe se compose d'une palette sur laquelle il peut préparer son encre à base de pigments rouges et noirs. A la base, cette palette était souvent une simple coquille ou un bout de bois, et elles se sont perfectionnées au fil du temps. S'y ajoute un pinceau pour écrire et un petit pot d'eau pour humidifier le pinceau et le nettoyer, en plus de diluer les pigments de couleur. Ces éléments sont ceux qui composent l'hiéroglyphe même servant à noter le nom Zesh, scribe. Ce même mot signifie également écrire et peindre. Dans l'iconographie, la première représentation connue du matériel de scribe se trouve dans la tombe d'Ésirée, à Saqqara, de la 3e dynastie. L'autre élément essentiel du matériel scribal est le papyrus bien sûr, matériau par excellence pour l'écrit dans tout le bassin méditerranéen antique. On trouve aussi des ostracas, c'est-à-dire des tessons de poterie, et des tablettes stuquées, mais le papyrus est non seulement le plus représentatif, mais aussi le plus diffusé hors d'Égypte. La potion magique, ça n'existe pas. Hein. C'est dans les papyrus dessinés pour les enfants, on est dans le monde réel là. Cette utilisation du papyrus remonte aux époques les plus anciennes et on a même retrouvé un rouleau de papyrus vierge dans la tombe d'Emaka de la 1re dynastie, à Saqqara. Je ne m'attarde pas sur la fabrication même des feuilles de papyrus, je pense que j'en ferai une petite vidéo un jour. Et pour ne rien vous cacher, on discute d'un épisode justement sur ce sujet avec une autre vidéaste de votre connaissance. La tablette et le papyrus sont tellement essentiels à l'activité scripturale que le papyrus Chester Beatty IV les désigne comme des membres de la famille du scribe. Les scribes ont fait de leur rouleau un prêtre lecteur, de la tablette un fils aimé. Les rouleaux d'enseignement sont leur pyramide, le calame leur petit garçon, la surface de la pierre leur épouse. Outre le matériel, le scribe adopte une position bien précise lorsqu'il travaille. Assis, un genou à terre et l'autre levé ou en tailleur, le rouleau dans une main et le pinceau dans l'autre. Ils utilisaient parfois de petites tables pour poser leur matériel, mais écrivaient avec le rouleau sur les genoux. Les tâches assignées aux scribes étaient variées, mais tournaient quand même autour de 2 axes principaux, la comptabilité et la rédaction de textes administratifs. Ainsi, les scribes étaient présents dans tous les compartiments de la société, puisqu'ils devaient notamment faire le compte des récoltes, des animaux chassés et pêchés, des heures travaillées, des vêtements tissés, etc. Cette recension avait pour but de permettre le calcul des taxes que le trésor royal allait prélever sur chaque production. Les scribes mesuraient donc également les quantités de métal utilisées en joaillerie, le matériel employé sur les chantiers, l'équipement embarqué pour les expéditions à l'étranger, et j'en passe. Comme le résume Chloé Ragazzoli, les scribes se placent dans une position intermédiaire entre le premier rang de l'État et la force de travail. C'est l'échelon des contrôleurs, des administrateurs et autres contremaîtres. En un mot, c'est le monde des scribes qui encadre le travail au plus près de son accomplissement. Cette notion de contrôle est très importante et mise en avant par les scribes eux-mêmes afin d'inciter les jeunes à embrasser la fonction scribale. Il n'y a pas de métier sans contrôleur, sauf celui de scribe, car c'est lui le contrôleur. Applique-toi à devenir scribe et tu contrôleras l'humanité. Au-delà de l'implication des scribes dans la vie de tous les jours, on en trouvait également de nombreux à la cour et dans l'entourage du vizir, le second personnage de l'État. En effet, ces 2 institutions avaient besoin des scribes pour les activités judiciaires, pour gérer les archives, inventorier les stocks de nourriture, gérer le trésor, contrôler les ateliers et ainsi de suite. Les scribes attachés au bureau du vizir en tiraient d'ailleurs un grand prestige et le mettaient volontiers en avant, à l'image d'Amenemhat, intendant du scribe Ouseramon sous le règne de Thoutmôsis III. Les fonctions mêmes des scribes et leur place dans la société sont un élément central de leur existence. Les scribes ont, tout au long de l'histoire égyptienne, déployé beaucoup d'énergie pour mettre en avant cette distinction sociale, comme on va le voir juste après. Les scribes eux-mêmes étaient bien sûr organisés selon une hiérarchie bien précise, avec de simples bureaucrates en bas de l'échelle, des chefs de département, des inspecteurs, des directeurs au-dessus d'eux, et ainsi de suite. Les scribes travaillant à la cour et dans les temples étaient sans surprise parmi les mieux considérés et les mieux établis dans la société en général. Ce que certains chercheurs nomment littérature scribale ou littérature de scribe
est un type de littérature rédigée par les scribes eux-mêmes et destiné à être lu par les scribes. C'est le cas des enseignements, sébaïtes, destinés à expliquer aux jeunes scribes comment se tenir en société, ou comment se comporter pour monter dans l'échelle sociale, voire encore comment parvenir à l'excellence, Iker, qui est l'aboutissement ultime de tout scribe. Excellent. L'excellence concerne d'ailleurs également les mains et les doigts du scribe, ses outils de travail en quelque sorte. C'est un scribe compétent de ses doigts. Les grands jugent un scribe à sa main. Cette attention portée à l'habileté de la main et des doigts du scribe se retrouve aussi chez les médecins et les prêtres notamment, deux fonctions très respectées auxquelles les scribes n'avaient aucun mal à s'identifier. Parmi tous les textes rédigés par des scribes pour leurs collègues, certains mettent en avant tous les avantages qu'il y a à embrasser la fonction même de scribe. Le papyrus Chester Beatty V est en cela particulièrement explicite. Deviens scribe, c'est un office plus utile que tout autre. Deviens scribe, ainsi tu te garderas de nombreux maîtres. Deviens scribe, tu te préserveras des corvées. Les textes glorifiant l'accès au métier de scribe vont même plus loin, en faisant de cette vocation un moyen de devenir un homme à part entière, c'est-à-dire devenir un homme respectable, accompli, partie intégrante de l'élite. En somme, l'éducation, l'enseignement, c'est apprendre à connaître et respecter la ma'at, le principe d'ordre social, de vérité et de justice. C'est aussi assurer son salut, le scribe en formation accédant à un savoir qui lui permet d'éviter les écueils de la vie et de donner à sa vie une direction honorable. Bien sûr, les jeunes apprentis dissipés ou qui abandonnent leur vocation première sont vite sermonnés. Ton orgueil est un monument de 30 coudées, mais tu as l'envergure d'un oisillon. On m'a dit que tu as abandonné l'écriture, que tu virevoltes au gré de tes plaisirs. Tu es comme un gouvernail tordu sur un bateau, qui n'obéit d'aucun bord. Tu es comme un naos vide de son dieu, comme un foyer vide de pain. Tu vas de ruelle en ruelle, et ça pue la bière partout où tu as mis le pied. Tequila, Heineken, pas le temps de niaiser. On retrouve ici les principaux défauts attribués aux jeunes scribes et contre lesquels il faut se prémunir. La vanité, la paresse et le manque d'écoute ou de concentration. Mais l'un des principaux objectifs de la littérature des scribes est de montrer à quel point leur métier est le meilleur qui soit. C'est notamment ce que font les textes dits satiriques, dans lesquels les scribes s'évertuent à dénigrer les autres travailleurs, quels qu'ils soient, en mettant en avant les atteintes physiques dues à leurs tâches ingrates, leur position sociale inférieure, etc. Parmi les plus célèbres de ces textes figure l'enseignement de Réti, aussi appelé la satire des métiers. Il s'agit d'un long texte dénigrant plus de 20 professions afin de mettre en lumière toute la valeur de la fonction scribale. J'ai vu le chaudronnier à sa tâche, à la gueule de son four. Ses doigts sont comme des excréments de crocodile. Il pue plus que des œufs de poisson. Le jardinier est en train de porter le balancier. Chacune de ses épaules est en décrépitude. Un gros abcès sur son cou et il produit de la graisse. Le charbonnier, ses doigts sont pourris et leur odeur est comme celle des cadavres. Le blanchisseur est en train de laver sur la berge ses voisins, sont les crocodiles. Je veux te parler aussi du pêcheur. Il est plus malheureux que tous les autres métiers. Pour faire bref, deviens scribe, sinon tu auras du pu dans le cou et les doigts qui sentent le caca. Pas très subtil, mais plutôt efficace. Chloé Ragazzoli résume parfaitement cette situation. Les scribes se reconnaissent dans un métier. Celui-ci les inscrit dans le système social égyptien en général. La construction de l'identité du sujet et du groupe passe par une situation et une classification de soi et des autres. On trouve un procédé équivalent dans l'iconographie funéraire de l'élite. Le propriétaire de la tombe et sa famille sont figurés dans la fleur de l'âge, beaux, bien habillés et bien coiffés, tandis que les travailleurs et les personnages inférieurs en général sont représentés avec des défauts physiques divers. Calvitie, rides, poitrine tombante pour les femmes, maigreur, etc. Dans les deux cas, littérature comme iconographie, l'objectif est clair, renforcer les frontières sociales entre les dominants et leurs subordonnés. Les satires vont même jusqu'à déshumaniser le peuple afin de légitimer la position des puissants, comme si les frontières sociales étaient naturelles dans l'ordre des choses et du monde. C'est pourquoi on trouve de nombreuses métaphores animales dans ces textes, comme on l'a vu précédemment. Mais on peut sans doute aller plus loin que ça dans l'analyse de ces motifs littéraires. En effet, dans de nombreux documents administratifs et comptables, les scribes sont désignés comme membres d'une classe intermédiaire, au même titre que les prêtres, les soldats ou certains artisans très qualifiés comme les sculpteurs et les orfèvres. En bref, les scribes n'appartiennent pas nécessairement à l'élite ni aux sphères sociales les plus élevées. Et c'est peut-être justement du fait de ce statut un peu bâtard qu'ils cherchent à tout prix à se distinguer, à mettre en avant leurs qualités et leurs conditions supérieures qu'ils espèrent voir s'accroître en permanence.
Je ne suis pas le petit ver de terre, je suis l'aigle. Ça vous va? On retrouve une idée commune à tous les êtres humains, la peur du peut-être, qui fait détester ou craindre ce qu'on pourrait subir et devenir. C'est par exemple ce que dépeint le groupe IAM dans la chanson Habitude lorsqu'il parle à travers la bouche d'un sans-abri. Je sais que c'est dur car vous me percevez comme un peut-être, alors c'est presque par instinct que vous tournez la tête. Les compositions littéraires jouent donc beaucoup sur le capital culturel que possèdent les scribes et qu'ils valorisent à outrance pour accentuer la symbolique de leur fonction et son importance dans la société. Néanmoins, même si la plupart des scribes ne pouvaient pas prétendre appartenir à l'élite à proprement parler, leur qualité de lettrés les plaçait quand même dans les plus hautes strates de la société. Savoir lire et écrire en Égypte ancienne était gage d'une certaine éducation, donc d'une certaine position dans la hiérarchie sociale. Et soyons honnêtes, c'est toujours un peu le cas aujourd'hui. Cette littératie, c'est-à-dire le fait de pouvoir lire et écrire au quotidien, est abondamment mise en avant par les scribes dans leur littérature, de même que par les membres de l'élite, notamment dans leur biographie funéraire. Le nom même de scribe, ou scribe excellent, est devenu au fil du temps un qualificatif glorifiant, que celui qui le porte ait été réellement scribe ou pas. On le voit par exemple dans les graffitis laissés par les visiteurs dans les nécropoles. Le scribe un tel est venu pour voir la tombe de un tel. De même, certains vont jusqu'à critiquer les inscriptions laissées par leurs prédécesseurs parce que celles-ci sont mal écrites ou fautives. Il est venu le scribe excellent aux doigts excellents, sans égal à Memphis, le scribe Amenemhat. Il dit « Ce n'est pas un scribe qui est venu avant moi, c'est quelqu'un qui n'aurait pas dû rentrer dans ce sanctuaire. Ce que j'ai vu est un scandale, ce ne sont pas des scribes dignes de ce que Thoth a enseigné. » On estime la population lettrée en Égypte ancienne autour de 1% à l'Ancien Empire et aux environs des 5% au Nouvel Empire. Aux époques tardives, ce chiffre a pu monter jusqu'à 10%, mais ça reste une estimation. Pour info, on connaît très peu de femmes scribes, et même aucune à l'Ancien Empire. Au Nouvel Empire est attesté le titre de Zéchet, scribes. Mais de ce qu'on sait des femmes auxquelles il était attribué, il semble qu'elles aient plutôt été peintres, voire maquilleuses, qui étaient des postes également très respectés. À la 26e dynastie, une femme nommée Ireteru est désignée sous le titre de Zesh Sehemet, une femme scribe, mais ces occurrences restent extrêmement rares. Il est très probable que certaines femmes de la haute société aient été lettrées, mais la fonction scribale elle-même est restée durant toute l'histoire égyptienne majoritairement, si ce n'est essentiellement, masculine. Je suis ravi d'avoir une secrétaire aussi jolie. Pardon? Non, je leur dis que je suis ravi d'avoir une secrétaire aussi jolie. Je ne suis pas votre secrétaire. Vous êtes la secrétaire de qui alors? Et pourtant, il existe une déesse liée à l'écriture. Eh oui. Dès qu'on parle d'écriture et de scribe, on pense tout de suite à Thoth, leur saint patron, si je puis dire. Mais il ne faut pas oublier d'évoquer aussi la déesse Séchat, dont l'importance n'est pas à négliger. Je précise tout de suite que je ne vais parler de ces divinités que de façon très partielle, parce que je leur consacrerai des vidéos entières dans ma série consacrée au panthéon égyptien. Thoth est un dieu attesté dans les sources égyptiennes dès l'Ancien Empire, d'abord sous forme d'ibis, ou d'homme à tête d'ibis, puis sous forme de babouin un peu plus tard. Il est le dieu de l'écriture et de tout ce qui a trait à la littératie et à l'intellect. Il est aussi parfois désigné comme maître des paroles divines, c'est-à-dire les hiéroglyphes, dont il est considéré comme le créateur dans de nombreux épisodes mythologiques. Pourtant, aussi intimement lié à l'écriture que puisse être le dieu Thoth, ce n'est qu'à partir du Nouvel Empire qu'on le désigne lui-même en tant que scribe. On le voit par exemple dans le temple d'Hatchepsout à Der el-Bahari, où il tient les comptes de l'expédition envoyée au pays de Punt. Et si vous ne voyez pas du tout de quoi je parle, je vous invite évidemment à aller voir mes épisodes consacrés à Hatshepsut, tout y est expliqué en détail. Dans le mythe d'Horus et Seth, Thoth occupe une fonction scribale puisqu'il est le greffier des dieux, celui qui prend en note les paroles prononcées lors des assemblées divines. On le retrouve aussi dans les textes funéraires, où il note le verdict de la balance lors de la pesée du cœur et le jugement des morts en général. On a retrouvé de nombreux ex-voto montrant des scribes accompagnés d'un babouin. Il s'agit de petites statuettes via lesquelles les scribes se placent sous la protection de Thoth, qui veille ainsi sur leur personne et leur activité. Idem avec les ostracas, tessons de poterie peints ou inscrits, où est figuré le dieu Thoth prêt à recevoir les offrandes de la part d'un scribe en pleine activité. On connaît enfin des prières et des hymnes en l'honneur de Thoth, afin que celui-ci les accompagne dans leur carrière et leur apporte le soutien nécessaire. Viens à moi, Thoth, l'auguste Ibis Thoth, le secrétaire de l'Énéade. Viens à moi et donne-moi conseil. Rends-moi compétent dans ton office. Ta fonction est meilleure que toute autre, elle grandit son officiant. Celui qui l'exerce deviendra dignitaire.
c'est toi qui donnes conseil. La bonne fortune et le succès sont avec toi. Viens à moi et donne-moi conseil. Les défunts peuvent même s'identifier directement à Thoth dans leur parcours vers la régénération. En effet, la connaissance des formules rituelles, des noms des gardiens ou des portes à franchir est indispensable pour accéder et traverser l'au-delà. Rien de mieux donc que de s'identifier au dieu de la connaissance par excellence. Cette capacité essentielle du scribe, celle de la maîtrise du langage divin, permettait également de déjouer les pièges du parcours semé d'embûches de la complexe géographie de l'au-delà égyptien. Pour ce qui est de la déesse Séchat, elle est parfois considérée comme une parèdre de Thoth, c'est-à-dire une sorte de compagne dont les fonctions sont complémentaires de celles de son acolyte. Elle est malheureusement beaucoup moins connue que Thoth, et pourtant elle occupait des fonctions essentielles au bon fonctionnement du monde égyptien. Liée elle aussi à l'écriture, elle est également associée à d'autres disciplines comme l'astronomie par exemple. Elle occupe une place centrale dans la préservation de la mémoire et la conservation des archives depuis l'aube des temps. Bien qu'elle soit moins célèbre que Thoth, il semble que Séchat soit plus ancienne que lui puisqu'elle est attestée dès la première dynastie. C'est elle qui fait le compte des années de règne de chaque pharaon en incisant un rameau de palmier, hiéroglyphe qui permet de noter le mot Renpet, année, en ancien égyptien. Elle est également liée à l'arbre Ished, sur les feuilles duquel les différents noms des rois égyptiens étaient inscrits, afin qu'ils perdurent pour l'éternité et que leur mémoire ne se perde jamais. Je développerai lorsque je parlerai d'elle dans une vidéo dédiée, mais je maintiens qu'il ne faut pas oublier Séchat lorsqu'on parle des scribes. Même si elle a été largement effacée par Thoth dans l'imaginaire collectif, elle n'en reste pas moins une déesse majeure dans la pensée égyptienne. D'ailleurs, certains scribes étaient désignés comme favoris de Thoth, aimés de Séchat. Bon, je crois qu'il va être temps de répondre à la question fatidique. C'est une bonne situation ça, scribe ? Honnêtement, oui, plutôt. Quand Otis nous explique de façon alambiquée qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, il fait preuve d'un peu de mauvaise foi, ou en tout cas de fausse modestie. En Égypte ancienne, les scribes occupaient des positions indispensables au bon fonctionnement de l'État en assurant la rentrée des taxes, la rédaction des documents officiels, le compte des expéditions, travaux, butins de guerre et ainsi de suite. Bref, les scribes étaient partout, omniprésents et essentiels à la machine étatique. Certes, tous les métiers étaient importants, mais tous ne jouissaient pas des avantages qu'offrait la fonction de scribe. Travail peu exigeant physiquement, rémunération sans doute bien meilleure que pour la plupart des autres travailleurs, accès à la lecture et à l'écriture, donc à une certaine reconnaissance de la part de l'élite, voire accès à l'élite elle-même au fil de la carrière, etc. En bref, les scribes accédaient beaucoup plus facilement que d'autres aux hautes sphères de la société. Et on connaît bien plus de scribes devenus hauts dignitaires que de maçons, de chaudronniers ou autres blanchisseurs. D'ailleurs, s'il existe bien des scribes ayant accédé au statut de dignitaire en partant de rien ou presque, on connaît un bon nombre de dynasties de scribes dans lesquelles la fonction se transmettait de père en fils, ce qui était aussi le cas de la plupart des métiers. Moi, laveur de carreaux de père en fils, fils de boulanger. Bien entendu, tous les scribes ne devenaient pas de nobles courtisans proches du roi et de la cour. Il n'en reste pas moins qu'on avait quand même plus de chances de le devenir en étant scribe qu'en étant soldat, pêcheur ou agriculteur. Donc, oui, scribe, c'était plutôt une bonne situation. Ça fait plaisir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris énormément de plaisir à la préparer. Comme d'habitude, un petit like, un petit partage, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Un grand merci aux copains qui ont bien voulu prêter leur voix pour cet épisode. Toutes leurs chaînes sont dans la description. C'est du travail de très grande qualité, donc allez-y, foncez. On se retrouve très vite pour la suite de nos aventures. À la prochaine.